Il est vraiment fascinant d'observer ce qui se produit quand un être humain se retrouve soudainement doté d'un pouvoir absolu. Le pouvoir total. Exactement. Le contrôle total, sans aucune limite, sur l'un des empires les plus vastes et, disons, les plus redoutables de l'histoire. C'est le genre de situation qui tourne mal en général. Mais oui, l'histoire a largement prouvé que ce genre de pouvoir illimité mène presque systématiquement à la corruption, ou à la paranoïa, voire à la tyrannie pure et simple. Absolument. Avoir la capacité absolue de dicter le destin de millions de personnes, de satisfaire le moindre de ses caprices sans aucune conséquence. Ou de rayer ses ennemis de la carte d'un simple geste. Voilà. Et pourtant, au cœur de la Rome antique, un homme a tenu le monde entre ses mains et a consciemment choisi une trajectoire radicalement opposée. Une anomalie historique. Philosophique assez incroyable. Morcorel. C'est ça. Aujourd'hui, on plonge dans une source remarquable, le livre Comment penser comme un empereur romain de Donald J. Robertson. Un livre très riche d'ailleurs. Très riche. Et l'idée de notre exploration d'aujourd'hui, c'est pas du tout de faire un cours d'histoire magistral. Non, pas du tout. L'objectif, c'est de voir comment les stratégies mentales de cet empereur peuvent littéralement servir de manuel de survie pour notre époque. Bon, décortiquons un peu tout ça. Comment un souverain omnipotent a-t-il pu résister aux dérives de la tyrannie pour se forger une armure stoïcienne ? Alors, pour saisir l'ampleur de ce choix, il faut vraiment se replonger dans l'atmosphère de l'année 161 après Jésus-Christ. L'année de son accession au trône. Et de crise sanitaire sans précédent. La pression sur le sommet de l'État devait être dingue. Vertigineuse. Et c'est exactement là que l'approche de Donald J. Robertson prend tout son sens, en fait. Parce qu'il n'est pas juste historien. Non, l'auteur est psychothérapeute spécialisé en thérapie cognitivo-comportementale. La fameuse TCC. Exactement. Il crée un pont très solide entre les méthodes de la Rome antique et la psychologie clinique moderne. Robertson démontre très bien que pour Marc Aurèle, le stoïcisme, c'était pas un débat abstrait de salon réservé aux érudits. C'était du concret. C'était une véritable technologie psychologique. Une boîte à outils, en fait, conçue pour maintenir une clarté mentale absolue au beau milieu du chaos. Et ce type décide de fomenter un coup d'État et de se proclamer lui-même empereur en Orient. C'est de la haute trahison pure, le genre de truc qui menace de déclencher une guerre civile sanglante. Et à l'époque, ça ne pardonnait pas. Presque n'importe quel autre dirigeant romain aurait réagi par une répression d'une violence inouïe. Je veux dire, la paranoïa aurait justifié des exécutions massives, peut-être même une purge d'une grande partie du Sénat. Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique mentale que Marc Aurèle déploie face à cette crise existentielle. Il ne réagit pas. Rien du tout, hein. Enfin, du moins, il ne réagit pas émotionnellement. Il recadre l'événement de manière spectaculaire. Il change de perspective. Tout à fait. Au lieu de qualifier cette trahison d'offense personnelle impardonnable qui exigerait une vengeance sanglante, il la requalifie intérieurement. Comment il fait ça? Il considère l'action d'Avidus Cassius simplement comme un jugement tragiquement erroné de la part de ce général. Une erreur de perception. C'est dingue quand on y pense. Il est même allé jusqu'à demander au Sénat romain de ne pas exécuter le conspirateur ni sa famille. Oui, il a bloqué les représailles. Il voyait carrément ça comme une occasion de démontrer concrètement la clémence et de donner une leçon de philosophie à l'Empire tout entier. C'est une démarche très puissante. Mais je me fais l'avocat du diable une seconde. Posons-nous la question, est-ce que c'est pas simplement une forme de déni? Comment la psychologie moderne analyse cette absence apparente de colère face à une trahison aussi intime? C'est une excellente question, car la frontière peut sembler très mince, mais elle est fondamentale en réalité. Expliquez-nous. En clinique aujourd'hui, la TCC apprend aux patients à identifier leurs croyances irrationnelles pour modifier leur paysage émotionnel. Eh bien, Marc Aurèle pratiquait cette autothérapie. Il s'analysait lui-même. Constamment. Le déni, ça consisterait à dire que cette trahison n'est pas grave ou qu'il ne l'a pas fait exprès. Or, Marc Aurèle savait pertinemment que la trahison était gravissime sur le plan politique. Il ne se voyait pas la face sur le danger. Pas une seconde, mais il séparait l'action factuelle de la détresse émotionnelle. Il refusait de s'injecter ce qu'on appelle la seconde flèche. La seconde flèche, Oui, c'est cette souffrance psychologique qu'on s'inflige soi-même en se disant « Comment a-t-il pu me faire ça à moi ?» ah oui, le côté égo blessé. C'est une distinction redoutablement efficace. Et c'est tellement transposable aujourd'hui d'ailleurs. Complètement. Si on oublie un instant l'Empire romain et qu'on prend le cas d'une crise moderne majeure, imaginons un directeur d'entreprise confronté à un effondrement soudain des marchés. Ou une crise de relations publiques mondiale. Voilà, le cauchemar du dirigeant. La réaction instinctive, souvent dictée par l'ego, c'est la panique.
C'est la recherche désespérée de coupables en interne ou carrément l'effondrement sous le poids de l'anxiété. Parce que l'événement est perçu comme une attaque directe contre sa propre compétence. Alors que la réalité objective, c'est que les marchés s'effondrent selon leur propre dynamique. Ce sont des variables macroéconomiques. Exactement. Et si on applique le filtre stoïcien mis en lumière par Robertson, l'effondrement du marché est un fait neutre. C'est brutal, certes, mais c'est juste un ensemble de données factuelles. Ce n'est qu'en modifiant ce récit intérieur que le dirigeant peut transformer cet événement. Un événement initialement perçu comme un monstre, une catastrophe existentielle. Pour en faire un simple problème logistique complexe à résoudre. Le fait extérieur ne change pas du tout, on est d'accord, mais la paralysie émotionnelle disparaît. C'est brillant. Le problème reste le même, mais on a toute notre tête pour le gérer. Et cette neutralisation de la panique s'inscrit dans un cadre intellectuel beaucoup plus vaste chez Marc Aurèle. C'est un concept fondamental que les stoïciens nomment la sympatheia. La sympatheia. C'est l'idée d'une interconnexion totale de l'humanité. L'empereur écrivait d'ailleurs, et je cite la source, « Toutes choses sont entrelacées et le lien est sacré ». Il considérait l'humanité comme un grand organisme rationnel. Oui, un seul corps dont nous sommes tous les membres. Ce qui influençait directement sa politique étrangère, en fait. Il refusait de diaboliser les peuples qui attaquaient l'Empire aux frontières. Il ne les voyait pas comme des monstres. Non, il les voyait simplement comme des humains agissant selon leurs propres intérêts. Et ça lui permettait une diplomatie froide, sans aucune haine, basée sur la stratégie pure et non sur l'animosité. Une approche très pragmatique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour maintenir un tel recul face à des menaces constantes, des guerres, des complots, il pratiquait ce que l'on appelle la premeditatio malorum. La préméditation des mots, c'est une technique qui mérite vraiment d'être étudiée de près en psychologie. Comment ça fonctionne exactement? Il s'agit de s'imaginer régulièrement et avec beaucoup de précision les pires scénarios possibles. La maladie, la trahison, la ruine totale, la mort de ses proches. Mais attendez une seconde. Vivre en s'imaginant constamment le pire, n'est-ce pas la définition clinique de l'anxiété généralisée? On pourrait le croire. Comment l'auteur justifie que cette pratique ne mène pas direct à une forme de pessimisme paralysant ou à une grosse dépression? C'est tout le paradoxe de cette technique. En réalité, Robertson montre que c'est l'équivalent antique de la thérapie d'exposition qu'on utilise aujourd'hui. D'accord. Quand l'anxiété n'est pas gérée, elle prospère sur l'incertitude. Elle se nourrit de l'effet de surprise. La peur de l'inconnu, en gros. Exactement. En visualisant calmement le pire scénario à l'avance et surtout en se demandant systématiquement comment réagirais-je avec vertu si cela se produisait, on désamorce cette peur de l'inconnu. On se prépare mentalement. L'esprit accepte l'idée que le désastre est une possibilité inhérente à la vie. Ainsi, lorsque l'adversité frappe réellement, le choc initial, celui qui paralyse la prise de décision d'habitude, est considérablement amorti. Et franchement, il a eu besoin de cet amortisseur. Parce que la réalité a largement dépassé les pires scénarios qu'il aurait pu imaginer. À ça, l'histoire ne l'a pas épargné. Le livre détaille longuement sa gestion de la fameuse peste antonine. C'est quand même l'une des pandémies les plus mortelles de toute l'Antiquité. Une tragédie à l'échelle continentale. Ça a ravagé les légions romaines, décimé la population de Rome de façon effroyable, et ça a même emporté son propre frère adoptif, son co-empereur Lucius Verus. Et il faut ajouter à ce tableau les tragédies personnelles. Il est crucial de rappeler à ceux qui écoutent qu'il a vu mourir la majorité de ses propres enfants en bas âge. C'est inimaginable. C'est un niveau de deuil qui briserait psychologiquement n'importe quel individu. N'importe qui. Et justement, face à la mort de ses propres enfants, dire qu'il faut lâcher prise sur ce qui est hors de notre contrôle, ça peut sembler d'une froideur absolue. Presque psychopathe, non? Ça donne cette impression, de l'extérieur. Le stoïcisme exige-t-il vraiment de devenir un robot insensible? C'est l'une des idées fausses les plus répandues sur le stoïcisme. Et Robertson la démonte minutieusement dans son analyse. Ce n'est pas une suppression des émotions. L'objectif n'est absolument pas d'éradiquer les émotions humaines naturelles. Marc Aurèle a ressenti un chagrin immense. Il a pleuré la mort de ses enfants. Le stoïcisme ne supprime pas l'émotion primaire de la perte. Il ne l'étouffe pas. Il intervient sur ce qui vient juste après. Il empêche le chagrin naturel de se transformer en une amertume chronique destructrice. Il évite de sombrer, en fait. C'est ça. Il s'agit d'accepter l'implacabilité du destin pour la part inévitable des choses et de rediriger immédiatement l'énergie vers l'action juste, L'action juste. ce qu'on peut contrôler. Face à la peste, il ne s'est pas enfermé dans un palais en maudissant les dieux ou le sort.
Il est descendu dans l'arène administrative. Oui, il a organisé les secours de manière méthodique. Il a fait venir des médecins prestigieux de partout, comme Galien. Il a même supervisé lui-même les enterrements publics pour éviter l'effondrement de l'hygiène urbaine. Il s'est concentré sur la logistique, parce que c'était la seule et unique variable sous son contrôle direct. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Cela nous amène vraiment au cœur du réacteur de cette philosophie. Comment cette gestion de crise perpétuelle s'articule avec le but ultime du stoïcisme, ce qu'ils appellent l'eudaimonia. L'eudaimonia. Un terme magnifique qu'on traduit souvent de façon un peu imparfaite par le bonheur. Ce n'est pas le bonheur au sens moderne du terme. Non, ça se rapproche beaucoup plus de l'épanouissement humain par l'excellence morale. L'excellence du caractère. Pour les stoïciens, cet état s'atteint par la pratique stricte des 4 vertus cardinales. La première de ces vertus étant la sagesse. La capacité à discerner ce qui est bon ou ce qui est mauvais, ou ce qui est indifférent. Et c'est fascinant de voir comment, chez un dirigeant d'empire, cette sagesse s'est traduite par un bouleversement complet des normes de l'époque. Surtout dans l'administration et l'armée. La source explique qu'il méprisait totalement le favoritisme. Pendant les guerres germaniques, il a nommé des généraux et des administrateurs civils uniquement sur la base de leurs compétences réelles. Et de leur mérite prouvé sur le terrain. Voilà. Il a balayé le statut aristocratique, les passe-droits, ce qui a d'ailleurs hérité profondément l'élite patricienne de Rome. Cette quête d'impartialité totale nous amène très naturellement à la deuxième vertu, la justice. Une notion clé pour un empereur. L'étude de Robertson met en lumière des réformes législatives vraiment impressionnantes pour l'époque. D'un point de vue purement historique et factuel, Marc Aurèle a fait passer des lois visant à protéger les franges les plus vulnérables de la société romaine. On parle d'esclaves, par exemple. Oui, il a par exemple établi qu'un maître qui tuerait son propre esclave sans motif légitime serait poursuivi pour meurtre. C'est une avancée juridique majeure pour le monde antique. Et il est allé encore plus loin sur le plan de la justice sociale, si on peut utiliser ce terme moderne. Il a pris des décisions de justice en faveur de petits agriculteurs provinciaux qui étaient spoliés par de riches propriétaires terriens. Au grand dam des puissants, encore une fois. Et ce qui est marquant dans le livre, ce n'est pas seulement l'acte politique en soi, c'est la conviction philosophique qu'il y a derrière. Il appliquait la loi en considérant la valeur inhérente de chaque être humain. La fameuse sympathia dont on parlait tout à l'heure. Ce qui imposait de s'opposer directement aux classes dirigeantes traditionnelles qui l'entouraient. Et s'opposer à cette élite puissante et parfois corrompue demandait parfois bien plus d'audace que de mener des troupes au combat face aux barbares. C'est d'ailleurs ici qu'intervient la troisième vertu, le courage. Et on parle bien d'un courage moral, bien plus que d'un courage physique sur le champ de bataille. La source raconte l'épisode ultra complexe de la révolte d'Antioche. Une cité majeure de l'Empire. Une ville immense qui s'était ralliée à l'usurpateur dont on a parlé, Avidius Cassius. Une fois la révolte étouffée, la tradition impériale aurait exigé que la ville soit rasée. Ou du moins massivement purgée dans le sang pour faire un exemple terrifiant et dissuader les autres. C'était la norme. Pourtant, Marc Aurèle choisit de se rendre sur place en personne et d'opter pour la réconciliation politique. Il a complètement refusé la vengeance facile. Il faut un courage exceptionnel, une force de caractère inouïe pour pardonner publiquement à une province entière quand tout votre entourage militaire réclame le feu et le sang. Et pour maintenir ce cap moral, contre l'avis de tous, il s'appuyait sur la quatrième et dernière vertu qui vient encadrer tout le reste, la tempérance. La maîtrise de soi. La discipline personnelle de Marc Aurèle était devenue légendaire. Malgré l'accès absolument illimité au luxe, à la luxure et aux excès que permettait son statut, il conservait un mode de vie d'une frugalité étonnante. Il ne profitait pas du système. Pas du tout. Il mangeait de façon très frugale, il travaillait sans relâche, de jour comme de nuit. Et il refusait de participer à certaines traditions impériales coûteuses. La source mentionne son rejet catégorique d'assister ou de financer sur ses propres fonds les spectacles de gladiateurs sanguinaires particulièrement extravagants. C'est ça. Ce n'était d'ailleurs pas de l'ascétisme juste pour soigner son image politique. Le livre insiste bien sur le fait que cette tempérance était hautement stratégique. L'Empire traversait les guerres marcomanes, Des conflits épuisants aux frontières du Danube. des guerres qui nécessitaient toutes les ressources financières et humaines de l'État. Garder l'esprit clair et éviter les dépenses somptuaires à Rome permettait de conserver l'énergie de l'Empire concentrée sur un seul but, la survie. Si l'on relie cela à une perspective plus large, on s'aperçoit que son objectif n'était pas uniquement d'être un homme vertueux dans son coin, à titre personnel. Il voyait plus grand. Le véritable coup de force de son règne, selon la source, fut sa volonté acharnée de systématiser l'éthique au niveau de l'administration impériale elle-même. Il ne suffisait pas de prêcher par l'exemple. Il fallait
institutionnalisé ses principes dans la machine d'État. Exactement. Il a décentralisé certaines prises de décision pour responsabiliser les gouverneurs locaux, tout en instaurant des audits stricts. Les fonctionnaires pris en flagrant délit de corruption ou d'extorsion n'étaient pas seulement renvoyés ou punis. Ils étaient remplacés. Oui, remplacés par des administrateurs, rigoureusement sélectionnés pour leur intégrité philosophique et morale. Ce qui démontre une conception du leadership qui est fondamentalement fondée sur la notion de service. Le pouvoir n'était pas un outil d'enrichissement personnel. C'était un devoir accablant envers le bien commun. L'exemple le plus frappant cité par Robertson, c'est la gestion d'une pénurie de céréales critique qui a provoqué une immense famine à Rome, Un moment de très grande tension sociale. alors que les caisses de l'État étaient sous pression maximale à cause de la guerre. Marc Aurèle n'a pas hésité à piocher massivement dans sa propre fortune impériale son trésor personnel, Pour faire quoi? pour acheter du grain sur les marchés extérieurs et nourrir la population affamée. Et Robertson précise bien que ce n'était pas un simple calcul politique cynique pour calmer la plèbe. C'était un acte moral directement aligné sur son sens du devoir de dirigeant. Un dirigeant au service de son peuple. Et c'est là que le contraste avec les modèles contemporains de leadership devient particulièrement aigu. Ça fait réfléchir. Cela soulève une question importante posée par la grille d'analyse du livre. Quel est le véritable coût de notre culture managériale actuelle ? C'est vrai qu'on en est loin. Dans de nombreuses sphères modernes, qu'il s'agisse de la haute finance, des grandes institutions ou des multinationales, on observe une valorisation très inquiétante d'un leadership extrêmement réactif. Parfois même complètement pulsionnel. C'est le mot. Des décisions prises dans l'urgence absolue, souvent guidées par la colère, par l'ego de la personne aux commandes ou par l'obsession aveugle des résultats trimestriels immédiats. Ce micro-management émotionnel, où le dirigeant s'effondre ou devient tyrannique avec ses équipes à la moindre mauvaise nouvelle du marché. Et Robertson lance un avertissement très clair à ce sujet. Cette instabilité au sommet engendre inévitablement de l'anxiété en cascade dans toute la structure en dessous. Ça ruisselle, mais dans le mauvais sens. C'est ça. Le modèle de Marc Aurèle offre une alternative vitale. Il prouve de manière empirique par l'histoire qu'une gouvernance basée sur l'analyse froide, le détachement de l'ego et une moralité inflexible produit une résilience collective bien supérieure à long terme. C'est clair. C'est un changement de paradigme complet sur la vision du leader. Gérer ses propres passions n'est plus vu comme un petit travail de développement personnel annexe, un hobby du week-end. Non, ça devient l'exigence professionnelle première de quiconque prétend diriger d'autres individus. Ce qui nous amène à synthétiser les pépites tirées de cette exploration approfondie. Si on rassemble un peu les fils de cette analyse, l'approche stoïcienne, validée d'ailleurs par la psychologie moderne, repose sur des piliers d'une solidité à toute épreuve. On peut en isoler 3 principaux. 1. La souveraineté de l'esprit. En maîtrisant la façon dont on juge un événement, on neutralise l'impact destructeur de cet événement sur nous. 2. La fonction de l'adversité. Absolument. Les crises, les pandémies, les trahisons qu'on subit, ce ne sont pas de simples fardeaux injustes. Elles sont le terrain d'entraînement exclusif où notre sagesse, notre courage et notre justice peuvent être concrètement pratiqués. C'est l'obstacle qui devient le chemin. Et 3. La nature du véritable leadership. Un leadership qui exige l'annulation de la vanité personnelle pour se mettre intégralement au service de l'ensemble du système. Alors il est clair que la majorité des personnes qui écoutent cette analyse ne dirigent pas des légions romaines sur les rives glacées du Danube. Heureusement pour nous. Mais les mécanismes de résilience explorés par Robertson sont d'une efficacité redoutable pour la vie quotidienne de n'importe qui. Ils sont très actuels. Que ce soit face à une restructuration d'entreprise brutale qui menace notre emploi, face à la violence d'un deuil personnel inattendu, ou plus globalement juste pour garder son sang-froid dans un écosystème médiatique et numérique qui est littéralement conçu pour générer de l'outrage en continu. Ah ça, l'outrage continu sur les réseaux. Le stoïcisme fournit une encre mentale inébranlable contre ça. C'est une discipline stricte pour ne plus jamais être le simple jouet des circonstances extérieures. Eh bien, pour clôturer notre plongée dans ces sources, voici une dernière réflexion à laisser décanter. Je vous écoute. Tout ce qu'on vient d'analyser démontre brillamment que le stoïcisme est l'armure parfaite pour endurer l'incontrôlable, pour maintenir son intégrité au milieu du chaos. Mais cela pose un paradoxe fascinant pour notre époque contemporaine. Lequel ?
À force de s'entraîner rigoureusement à accepter sereinement tout ce que l'on ne peut pas contrôler, à force de neutraliser systématiquement notre colère ou notre indignation face aux événements du monde, Oui. cette philosophie ne risque-t-elle pas, à terme, de nous rendre politiquement ou intellectuellement complaisants? C'est une critique qu'on entend souvent. La frontière entre l'acceptation stoïcienne et la passivité pure n'est-elle pas très poreuse? Si la colère est parfois le seul et unique moteur capable de renverser un système fondamentalement brisé et injuste, l'excès de stoïcisme ne pourrait-il pas finir par étouffer la flamme même de la rébellion nécessaire au progrès humain? Je laisse notre auditoire y réfléchir.